Job, je connaissais la phrase de Céline « Chantez Beson, voici l'épreuve », tirée de sa préface au livre désormais introuvable d'un historien local du nom d'Albert Serouille. Tout cela ne faisait pas de moi un spécialiste du pont de Beson, mais ma relative méconnaissance ou ma connaissance insuffisante de cet ouvrage d'art ne m'a pas dissuadé d'en faire le pivot du projet que j'avais formé et qui consistait à mener sur les berges de la Seine, entre Melun et Mantes, des reconnaissances aléatoires au fil des saisons dans un désordre voulu. Ce désordre voulu, est-ce qu'il préside un petit peu à chacun de vos livres, Jean Rollin ? Est-ce que le désordre... Est-ce que ce désordre voulu est un peu, finalement, pourrait-on dire, une constante de... Oui, enfin... Oui, enfin bon, non... Enfin, oui et non. C'est-à-dire que il m'arrive quand même de partir avec un projet, un objectif plus précis. Enfin, est-ce qu'on peut dire ça ? Vous avez mentionné, par exemple, le traqué kurde. Je précise au passage que ce n'est pas une espèce menacée, c'est simplement une espèce rare. Rare, oui. Dans la mesure où ce n'est pas pour rien que ce traquet s'appelle le traqué kurde, c'est parce qu'il se reproduit au Kurdistan, donc dans une région déterminée du monde, qui ne se reproduit pas et se reproduit nulle part ailleurs, normalement. Il se trouve qu'on avait aperçu un spécimen de cet oiseau au sommet du Puy de Dôme, donc ce qui était tout à fait étonnant, et que ça coïncidait, enfin plus ou moins, avec la fin de la bataille de Kobané, si ce nom vous dit quelque chose, qui avait opposé des combattants des YPG, enfin bon, du PKK, d'un parti kurde d'extrême gauche, à Daesh, à l'État islamique. Et donc la coïncidence de l'apparition de cet oiseau kurde au sommet du Puy de Dôme et de cette bataille de Kobané m'avait donné l'envie de bâtir quelque chose à partir de ça. Alors c'est vrai que c'est confus, c'est-à-dire que puisque ça impliquait à la fois d'aller au sommet du Puy de Dôme avec la personne qui était un prof de sciences naturelles, qui avait eu le privilège d'apercevoir cet oiseau, donc de retourner avec lui sur les lieux où il l'avait vu, et puis après d'aller au Kurdistan voir l'oiseau dans son milieu naturel et son milieu habituel. Et c'était évidemment un prétexte. Enfin, du coup, je suis parti dans un exposé sur le traqué kurde, alors que c'est pas du tout le sujet de la réunion. C'est comme ça que je travaille. Enfin, il y a en général un ou deux éléments, ou trois, ou quatre, qui me donnent envie de faire quelque chose. Et puis après, les choses s'organisent plus ou moins bien au fur et à mesure de mes déplacements. Alors là, dans le cas du pont de Beson, oui, c'est pareil, c'est la résultante de pas mal de choses. Si j'ai choisi ce titre, le pont de Beson, c'est d'abord parce qu'il me plaisait, mais c'est aussi parce que une des choses qui sont à l'origine du projet, c'était qu'en fait j'emprunte assez souvent une ligne de tramway, je pense que c'est le T2, qui part de la porte de Versailles, qui passe par la Défense, qui passe par le parc de Saint-Cloud, et dont le terminus est le pont de Beson. Et sauf que j'empruntais assez souvent cette ligne de tramway pour diverses raisons, mais que je n'avais jamais été jusqu'à son terminus, pour la bonne raison que je n'avais, comme la plupart des gens d'ailleurs, rien à faire au pont de Beson, et que ce lieu ne m'attirait pas spécialement, mais le nom avait fini par acquérir pour moi une espèce de fascination, puisque je prenais régulièrement ces tramways qui affichaient tête de ligne pont de Beson. Et puis après, j'ai eu l'idée de parcourir en effet les berges de la Seine, entre Melun en amont, donc de Paris, et Mantes en aval, c'est-à-dire à peu près j'avais choisi ces deux villes parce qu'elles sont à peu près équidistantes de Paris. Enfin, par la route, c'est à peu près 50 km dans les deux cas. En revanche, par la berge du fleuve, ça n'est pas du tout la même distance, puisqu'il y a beaucoup plus long de Seine entre Paris et Mantes qu'entre Melun et Paris, puisque la Seine décrit des méandres beaucoup plus longs et beaucoup plus compliqués dans cette partie aval.
Alors, ce qui m'intéressait, à vrai dire, c'était pas tellement la scène elle-même. Enfin, d'abord, ça m'amusait malgré tout de suivre les berges de la Seine, mais je pensais aussi que c'était un moyen sans être pompeux, quoi, de faire une espèce de mesurer, d'appréhender une espèce d'état de la société, de son évolution, etc. Je pensais que pas mal de choses de cette évolution seraient perceptibles le long de cet itinéraire. Et ce qui m'a été confirmé quand je l'ai fait, puisque, en effet, on traverse comme ça on traverse à la fois diachroniquement, si je puis dire, des étapes différentes de l'histoire de la région parisienne, et synchroniquement des milieux complètement différents, enfin des endroits hyper bourgeois avec de superbes maisons, etc., sur lesquels d'ailleurs il n'y a pas grand-chose à dire, sinon qu'il y a des belles maisons qui datent du début du siècle, entourées quelquefois de beaux jardins, et puis des endroits extrêmement populaires, comme les Mureaux par exemple, des endroits qui ont connu une intense activité industrielle. Parfois cette activité a disparu, donc c'est aussi une des choses qu'on découvre ou qu'on vérifie sur cet itinéraire, c'est ce fameux phénomène de désindustrialisation. En même temps, on vérifie aussi que cette désindustrialisation n'est pas complète, puisque en aval de Paris, il reste, entre autres choses, 2 énormes usines automobiles, peut-être pas pour très longtemps d'ailleurs. Enfin, il y a l'usine qui était autrefois l'usine Simca, puis l'usine PSA, et maintenant ça s'appelle Stellantis, je crois, à Poissy. Enfin, donc une très très grosse usine automobile en bord de Seine, et un peu plus loin, il y a l'usine Renault de Flins, qui se maintient elle aussi tant bien que mal. Et alors ça, je cite ces usines, ou d'autres qui, au contraire, il y a beaucoup aussi de ruines, de vestiges d'industries disparues, y compris quelquefois des choses qui dégagent la poésie que dégagent habituellement les ruines, quoi, des vestiges d'une activité industrielle qui sont presque illisibles, enfin qui consistent parfois uniquement dans le fait qu'au milieu d'une végétation de terrain vague, on repère des plaques de béton. Presque de l'archéologie, presque. Oui, dont on voit, enfin dont on détermine à leur forme, à leur résistance, etc., qu'elles ont été des socles de machines, et que donc autrefois elles ont supporté une activité industrielle parfois très importante qui a disparu. Il y a par exemple à Melun, il y a une gigantesque usine d'une boîte qui s'appelait Idéal Standard, qui fabriquait principalement des radiateurs, et qui a disparu, voilà. Et donc en laissant d'énormes bâtiments surmontés par une cheminée gigantesque que pour je ne sais quelle raison, certainement pas par désir de la préserver, mais peut-être parce qu'elle est très amiantée et qu'on ne sait pas très bien comment se débarrasser de l'amiante, on l'a laissée à peu près dans l'état où elle était quand l'usine a cessé son activité. Il se trouve qu'aujourd'hui, on est rattrapé par l'actualité, puisque Emmanuel Macron se rend au pont de Bezons, puisque c'est le 17 octobre 61. Oui. En effet, peut-être vous en avez quelques mots, je sais pas là-dessus. Pardon ? Vous voulez peut-être dire quelques mots sur vous parlez aussi des bidonvilles. Oui, enfin, je ne sais pas très bien pourquoi Macron a choisi le pont de Bezons, puisque en fait, je pense que le pont de Neuilly aurait été plus indiqué, puisque en fait, les manifestants algériens. Il y avait à l'époque, et ça je le mentionne dans mon livre, effectivement, parce que c'est important, et je m'en souviens en plus, il y avait plusieurs bidonvilles extrêmement importants, pas tous algériens d'ailleurs, il y avait aussi ce qu'on oublie, mais à l'époque, encore dans les années 60, beaucoup de Portugais vivaient dans des bidonvilles. Et enfin, il y avait un très grand bidonville algérien à Nanterre, et il y en avait un également, mais je pense que c'était plutôt du côté nanterrois du pont de Bezons, puisque et je ne pense pas. Enfin, les manifestants donc, sont partis de différents points de banlieue avec l'idée de converger vers Paris et le centre de Paris. Et donc, c'est notamment, enfin, je crois que la plupart des manifestants venant de la banlieue ouest de Paris ont essayé de rentrer dans la ville par le pont de Neuilly, et que c'est notamment à ce niveau-là qu'ont eu lieu des tueries. Mais enfin, vous savez,
le choix du pont de Bezons n'est pas totalement inapproprié, puisque c'est effectivement un endroit où se situaient d'importants bidonvilles peuplés principalement d'Algériens. Oui, ben, c'est aussi quelques mots sur j'ai noté à un moment la transgression des clôtures et les découvertes d'objets insolites sont des activités consubstantielles de la démarche dont je fais preuve, enfin c'est de la démarche adoptée par vous en fait, parce que sans en dire plus, vous trouvez parfois des objets totalement insolites, incongrus au gré de vos pérégrinations, quoi. C'est vrai. Oui, y compris des. Je pense que je fais cette réflexion à propos d'une petite poupée qui, à mon avis, procédait d'un rite de possession. Deux minuscules poupées accrochées dos à dos dans une bouteille hermétiquement fermée et qui avaient été déposées sur la berge par une crue de la Seine. Oui, c'était un truc très bizarre. Je n'ai pas conservé l'objet. Je pensais qu'il portait malheur. Et j'ai noté aussi que vous écrivez à un moment, c'est peut-être un détail, mais que pour quand même prétendre connaître au minimum un lieu, il faut au moins y avoir dormi une nuit. C'est vrai que c'est avoir vu le jour se lever, je pense que c'est... Oui, c'est un peu une façon de parler, mais pas seulement, quoi. L'idéal serait évidemment d'y passer plus d'une nuit, mais je pense que déjà quand on... de la même façon, c'est pour ça que cette recherche, ce travail, il s'étend sur tout un cycle de saisons. Donc je pense que c'est important de voir le cycle de saison dans un endroit déterminé. Et par ailleurs, oui, une ville, par exemple, si on ne l'a pas vue du tout la nuit, on ne sait pas très bien à quoi elle ressemble. Oui. Enfin, c'est pas pour paraphraser, c'était qui, Boringer, qui avait écrit un bouquin. La nuit, non, je pensais pas... Ouais. Mais enfin, lui, c'est un autre aspect, je pense, de la vie nocturne qu'il évoquait même. Alors, je vous précise que cette rencontre fait l'objet d'une mise. Enfin, il y aura un podcast, il y aura des extraits, il y aura vraiment diffusé une synthèse de cette rencontre sur le site de la médiathèque départementale des Landes. C'est Anthony Baqueta pour Zone Franche qui nous accompagne pour chaque rendez-vous. Le prochain rendez-vous, donc, avec la médiathèque départementale des Landes aura lieu le 3 décembre. C'est bien ça, Françoise ? Oui. Avec Alexandra Lapierre. Ça sera à Roquefort. Jusqu'ici, tout va bien. Très bien. Je voulais remercier Jean Rollin d'être venu à Dax aujourd'hui. Donc, très longtemps qu'on souhaitait vous inviter. Donc voilà, vous avez pu faire le chemin jusqu'à Dax. Voilà, je voulais vous remercier de votre attention. Merci beaucoup, Jean Rollin. Et puis donc je passe la parole à la rencontre suivante. Merci à vous. Merci.